Bien. Alors deux choses, on recommence. Certains m'ont demandé de terminer le cours avant la fermeture du Resto U, qui a 1 heure et demie. Donc on va essayer de tenir le temps. Et puis, simplement pour continuer ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est que vous auriez pu dire que ceux qui se font voler, ils n'ont qu'à faire coucou, comme ça évite de jouer au Jack Nicholson. Vole au-dessus d'un nid de coucou. Voilà. Donc ça a été fait non pas dans la douleur, mais c'est justement le titre du cours, de ce deuxième cours. Alors le système somesthésique. Alors le système somesthésique a deux composantes qui permettent chacune la détection des stimuli mécaniques. Ça permet de détecter les stimulus mécaniques. Et bien sûr, alors les stimuli mécaniques, on va faire la liste. Un toucher léger, des vibrations, la pression appliquée sur la peau, cette peau qui est mise en tension. Et puis à côté des stimuli mécaniques, eh bien, il existe bien sûr les stimuli qui nous intéressent en médecine plus particulièrement, les stimuli douloureux et thermiques, sachant que les stimuli thermiques sont bien sûr aussi douloureux. Ce stimulus est encore appelé le stimulus thermoalgésique. Et donc, ces deux types de stimuli mécaniques donc, qui nous permettent de ressentir une application mécanique sans pour qu'elle soit douloureuse, et puis le deuxième type de stimuli qui est la douleur proprement dite. Alors les critères fonctionnels. Alors, il y a trois groupes de récepteurs. Bien sûr, ces stimuli sont captés grâce à des récepteurs périphériques. Ces trois groupes de récepteurs sont premièrement les mécanorécepteurs, les récepteurs qui permettent de détecter des stimuli mécaniques. Des nocicepteurs, des récepteurs qui permettent de détecter des stimuli nociceptifs, douloureux. Et les thermorécepteurs qui sont légèrement différents, mais qui véhiculent également cette sensation de douleur générée par la brûlure et la chaleur. Alors, les critères morphologiques des récepteurs, concernant les mécanorécepteurs d'abord, ce sont des récepteurs qui sont situés près de la surface du corps. Ces récepteurs peuvent être libres ou encapsulés. Donc, peuvent avoir ou non une capsule. Alors que les nocicepteurs et les thermorécepteurs sont des terminaisons non myélinisées de neurones qui se ramifient abondamment dans la région superficielle du derme et de l'épiderme. Terminaisons non myélinisées de neurones qui se ramifient abondamment dans la région superficielle du derme et de l'épiderme. Et ces terminaisons-là sont bien sûr des terminaisons nerveuses libres. Donc, que retenir de cette définition? Que les mécanorécepteurs, ces récepteurs-là qui permettent de détecter des stimuli mécaniques, eh bien, ce sont des structures qui sont plutôt bien définies, compactes, puisque encapsulées, pour certaines d'entre elles. Même les structures qui sont libres eh bien, sont beaucoup plus compactes par rapport aux nocicepteurs et thermorécepteurs, qui sont en fait des terminaisons nerveuses qui sont des terminaisons nerveuses non encapsulées, donc libres, et qui surtout se ramifient abondamment, qui permettent en fait à notre corps de capter eh bien, la moindre stimulation douloureuse appliquée à n'importe quel endroit du corps.
Alors, concernant les types de stimulation, on voit des similitudes et des différences. La similitude, eh bien, concerne les mécanismes de stimulation des récepteurs somesthésiques, quel que soit le type. Que ce soit un récepteur mécanique, un mécanorécepteur, ou bien un récepteur douloureux, eh bien, le mécanisme de stimulation est toujours le même. On verra tout de suite après quel est ce mécanisme. La séquence est la suivante. Celle-ci est facile à retenir. D'abord, il faut appliquer le stimulus à la peau, bien sûr, parce que sinon, on va dire que vous ressentez des choses alors qui n'existent pas. Ensuite, ce stimulus doit être suffisamment important pour entraîner un changement de la forme des terminaisons nerveuses. C'est un changement de forme de la terminaison nerveuse qui va être le point de départ du signal sensitif. Ce changement de la forme va avoir comme conséquence une modification du potentiel de membrane, donc une ouverture ou bien une fermeture de canaux ioniques. Donc la troisième étape, c'est l'implication des canaux ioniques disposés au niveau de ces récepteurs. Ceci va déclencher ce qu'on appelle un potentiel de récepteur ou encore un potentiel générateur. Et bien sûr, si ce potentiel de récepteur est suffisamment important pour atteindre le potentiel seuil, on l'a vu lors du premier cours, ceci va déclencher le potentiel d'action. Alors à mon avis, là-dessus, il y a des choses que vous connaissez déjà. Le point nouveau, c'est l'existence, la nécessité d'un changement de la forme des terminaisons nerveuses, laquelle changement de la forme va déclencher l'ouverture ou la fermeture des canaux ioniques. Et vous l'avez compris, ces canaux ioniques-là appartiennent à la famille des canaux ioniques activés par appartiennent à la famille des mécanorécepteurs, canaux ioniques activés par des stimulus mécaniques. Il y en a trois types, des mécanorécepteurs, des canaux ioniques activés par des activités mécaniques, activés par des activités électriques et activés par des molécules chimiques. Ces canaux-là appartiennent à la première famille, celle qu'on connaît le moins bien. Alors, maintenant parlons des stimulus. Si je vais peut-être revenir en arrière. Je vais exprimer en abscisse le temps et en ordonnée. Il y a un bug dans l'animation ici, mais on va rattraper ça tout de suite. Ici en haut, vous avez l'application du stimulus mécanique. Donc vous appliquez une pression, par exemple, d'une certaine intensité sur un endroit de la peau. D'accord ? Donc, application du stimulus mécanique, application d'une pression. Et en bas, vous allez enregistrer le potentiel de récepteur au niveau des différents types de récepteurs. Et on voit qu'il y a deux types de récepteurs. Les récepteurs à adaptation rapide, c'est-à-dire des récepteurs qui vont faire naître un potentiel d'action. En fait, ici, les lignes verticales représentent un potentiel d'action. Donc ici, vous voyez la naissance de potentiel d'action qui décharge de façon répétée, dont le délai de réponse est très bref, quasiment immédiatement après l'application du stimulus. D'accord ? Et ces récepteurs-là sont appelés des récepteurs à adaptation rapide, des récepteurs qui répondent rapidement au stimulus mécanique. Et puis, les autres types de récepteurs qu'on voit en haut, ce sont des récepteurs à adaptation lente. Et comme vous pouvez le voir, le premier potentiel d'action naît de façon retardée par rapport à l'application du stimulus, et puis le démarrage est difficile. Il faut un certain temps. Donc, récepteur à adaptation rapide et à adaptation lente, d'une part, se définit par la rapidité de la réponse vis-à-vis de l'application du stimulus, mais surtout, ce qui est important, et comme vous le voyez ici, le récepteur à adaptation lente
une fois qu'il est mis en jeu, eh bien, va décharger, donc va faire naître des potentiels d'action, tant que dure le stimulus. Donc, adaptation lente et permanente. C'est ça qu'il faut retenir. Alors que les récepteurs à adaptation rapide, s'ils répondent rapidement, eh bien, vont s'adapter, adaptation rapide. Et donc, au bout d'un certain temps, malgré la persistance du stimulus, vous allez voir la disparition des potentiels d'action. Donc, dans le langage de tous les jours, on dira que ces récepteurs-là se sont habitués à la présence du stimulus. L'ont accepté, ne le ressentent plus. Adaptation rapide, réponse rapide, mais habituation. On va dire ça comme ça pour retenir. Adaptation lente, réponse retardée, mais persistance de la décharge en potentiel d'action tant que dure le stimulus. Et je crois que j'ai mis tout ceci en parole. Donc les récepteurs à adaptation lente sont encore appelés les récepteurs toniques. Alors, hier, on m'avait demandé que veut dire un neurone tonique. C'est un neurone tonique, c'est un neurone qui continue à fonctionner malgré l'absence de stimulus. Ici, un récepteur tonique, c'est un récepteur qui continue à fonctionner avec la persistance du stimulus. Donc, il décharge de façon continue. Ils informent sur les propriétés statiques, c'est-à-dire sur la persistance du stimulus. Alors que les récepteurs à adaptation rapide sont appelés des récepteurs phasiques, qui fonctionnent par phase. Et ces récepteurs-là commencent à décharger dès l'application du stimulus, mais s'arrêtent de décharger rapidement, malgré la persistance du stimulus. Ils informent sur les propriétés dynamiques du stimulus. Juste en arrière pour revoir ce point. Et en fait, donc, les différents types de récepteurs, qui ici, ce sont les différents types de transduction sensorielle, les récepteurs toniques comme les récepteurs phasiques. En fait, nous sommes dans le cadre de la mécanotransduction, des mécanorécepteurs. Et vous comprenez que, par exemple, un récepteur tonique, c'est par exemple un récepteur qui va permettre de ressentir une pression due à un poids qui pèse sur votre épaule. Donc, si vous portez une charge lourde, eh bien, tant que la charge lourde est sur votre épaule, eh bien, ces récepteurs-là continuent à renseigner votre corps de l'existence de la charge lourde. Alors que les récepteurs phasiques, ça peut être par exemple le fait que vous portez non pas une charge lourde, mais je sais pas, un vêtement ou bien une montre. Si je mets ma montre ici, hop, je vais ressentir tout de suite l'application de cette montre-là sur ma peau. Je dis, ça y est, je viens de le mettre. Mais au bout d'un certain temps, eh bien, les récepteurs ayant arrêté de fonctionner, j'aurais oublié l'existence de cette montre. Et donc, en revanche, si quelqu'un passait et a l'idée d'enlever cette montre, là tout de suite, je vais recommencer à dire que tiens, j'ai plus ma montre, et donc ou bien je crie, ce que je fais d'habitude, ou bien je dis prends-la. Alors, les mécanorécepteurs tactiles, donc maintenant qu'on a compris ces deux types de mécanorécepteurs, voyons maintenant leur fonction. Donc, ils informent le système nerveux sur le toucher léger, lorsque quelqu'un vous frôle la main ou l'épaule, la pression, donc quelqu'un qui va mettre une certaine pression sur une certaine partie de votre corps, la vibration. Allez, vous imaginez un parc du 15 de France avec tout ça, le toucher léger, c'est rare, la pression, c'est plus fréquent, la vibration, ça peut exister, la tension de la peau lorsqu'ils essayent
de tirer. Et pour renseigner ces différents types de sensations au niveau de la peau concernant les mécanorécepteurs, eh bien on distingue 4 types de mécanorécepteurs qui sont tous des mécanorécepteurs encapsulés. Alors, on va les voir rapidement, je pense que vous les connaissez, et on va simplement surtout voir leur fonction physiologique. Les corpuscules de Messner, les corpuscules de Pacini, les disques de Merkel et les corpuscules de Ruffini. Alors tout ça, c'est une description histologique. Ces récepteurs-là, ce sont des récepteurs dont le seuil est bas, c'est-à-dire les récepteurs qui ont une sensibilité élevée. Plus le seuil est bas, plus ils peuvent être facilement stimulés, donc plus ils sont sensibles. Alors, on commence par les corpuscules de Messner. Situés entre les papilles dermiques, juste en dessous de l'épiderme des doigts, de la paume et de la sole plantaire. Ce sont les plus communs des mécanorécepteurs de la peau. Et les fibres afférentes qui partent de ces mécanorécepteurs sont des fibres à adaptation rapide, donc qui déchargent immédiatement, mais qui vont s'arrêter de décharger au bout d'un certain temps. Des fibres afférentes à adaptation rapide qui innervent les corpuscules de Messner, et ces fibres-là représentent 40% de l'innervation sensitive de la main, par exemple. Les corpuscules de Messner sont particulièrement sensibles aux vibrations de basse fréquence, donc dont la fréquence est entre 30 et 50 Hz, bon, peu importe le chiffre, retenez les vibrations de basse fréquence, telles que le glissement d'objets texturés sur la peau, quand vous enfilez un vêtement. Donc vous ressentez le vêtement qui glisse sur votre peau, et puis au bout d'un certain temps, vous ne le ressentez plus. Voilà les corpuscules de Messner qui se trouvent juste en dessous de la peau. Maintenant, les corpuscules de Pacini. Ce sont des grandes terminaisons encapsulées, donc la taille est un petit peu plus importante que Messner, qui sont situées un petit peu plus profondément par rapport à Messner, donc situées dans le tissu sous-cutané. L'existence de la capsule agit comme un filtre pour empêcher les vibrations de basse fréquence de passer et pour ne laisser passer que des vibrations à haute fréquence. Et là encore, les fibres afférentes sont à adaptation rapide. Et cette adaptation est encore plus rapide et le seuil de réponse est encore plus bas que pour les corpuscules de Messner. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que Messner, ça permet de ressentir le glissement des objets texturés sur la peau. J'aime bien cette phrase. Pacini, à votre avis? Donc déjà, à moins que vous soyez très très pressé, il faut que la fréquence soit beaucoup plus rapide. Donc vraiment, il faut vraiment enfiler les vêtements, mais à toute vitesse, enfiler, l'enlever, ce qui n'arrive pas tous les jours. Les petites bêtes qui courent le long de votre peau, la sensation de chatouillement.
hein, qui permet de discriminer les textures superficielles fines ou des stimulus mobiles. Imaginez une fourmi qui court le long de votre jambe. Eh bien, ça, c'est Pacini que la fourmi est en train de stimuler. Alors, Pacini est également particulièrement important dans le règne animal, donc stimulus des fibres afférentes, sensation de chatouillement. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que pour ceux qui n'aiment pas le chatouillement, il suffit d'être stoïque, vous dites que ce sont des fibres d'adaptation rapide, donc il faut que je tienne. Et puis après, ça ira. Alors, dans le règne animal, on trouve ces fibres, ces corpuscules de Pacini, dans le bec des canards ou des oies, dans les pattes des grues et des hérons, et dans les ailes des oiseaux planeurs. Ça, vous saviez ça, vous, avant? Que les becs de canards ou des oies, oui? Qu'est-ce qui a dit oui? Alors, à quoi ça sert? Bah, voyez, vous regardez, dans le bec des canards ou des oies, dans les pattes des grues et des hérons, et dans les ailes des oiseaux planeurs. Et en fait, ces corpuscules de Pacini sont là pour détecter les courants d'eau, s'agissant de canards, des oies, des grues ou des hérons, ou bien des courants d'air, s'agissant d'oiseaux planeurs. Et donc, lorsque vous voyez un canard qui est en train de nager dans le lac, de temps en temps, il plonge son bec dans l'eau. Ce n'est pas tellement pour chercher de la nourriture, mais c'est surtout pour voir le courant et ensuite pour s'adapter et pour mieux nager. Et oui. Et oui, donc ce ne sont pas tous des morphales, de temps en temps. C'est simplement aussi pour savoir comment mieux suivre le courant et ne pas non prendre un courant de moindre résistance. Pareil pour les ailes des oiseaux planeurs. Et donc, c'est véritablement des fréquences de stimulus qui sont relativement élevées, de 150 à 350 Hz. Une fois qu'ils ont adapté, eh bien, ensuite, la décharge disparaît, adaptation rapide. Et lorsque le courant change d'intensité, ces animaux vont permettre de capter ces changements de stimulus. Voilà, Pacini, après Messner, et puis maintenant... donc Pacini un petit peu plus bas, avec cette disposition en bulbe d'oignon, avec ces capsules qui permettent de filtrer et de ne laisser passer que des fréquences rapides. Alors que les disques de Merkel et les corpuscules de Ruffini, eh bien, ce sont des fibres à adaptation lente, contrairement aux deux autres cas. La stimulation sélective des disques de Merkel produit la sensation de pression légère. Donc, tant que la pression demeure, eh bien, vous allez ressentir cette pression parce que ce sont des fibres à adaptation lente, fibres toniques donc. Et ça permet la discrimination statique de forme, de bord et de texture rugueuse. En fait, c'est ça que les malvoyants utilisent lorsqu'ils essayent, par le toucher, eh bien, de deviner les formes. Merkel et Ruffini. Voilà, donc Pacini, c'est pour détecter, c'est pour la sensation de chatouillement, et puis pour les animaux, pour détecter les courants d'eau et d'air. Merkel, c'est le glissement d'où des textures sur la peau, et puis Merkel et Ruffini, c'est pour la pression légère. Et Merkel et Ruffini sont disposés comme ceci, donc la taille est un petit peu différente, mais vous aurez remarqué que tous les quatre types sont des structures encapsulées. C'est ce que j'ai représenté ici. Et maintenant, on va avoir le seuil de discrimination tactile. Alors, la précision de la sensibilité tactile varie d'un endroit du corps à l'autre.
Ça, vous le savez. Le seuil de discrimination tactile est beaucoup plus bas, donc la discrimination est beaucoup plus efficace au niveau de la main qu'au niveau du coude. Ce seuil de discrimination tactile va dépendre, et en fait est défini par le plus petit écart nécessaire pour que soit jugée distincte de stimulation cutanée simultanée. Le plus petit écart nécessaire pour que soit jugée distincte de stimulation cutanée simultanée. Et j'ai marqué entre parenthèses les pointes d'un compas. Ça veut bien dire ce que cela veut dire. C'est utilisant en clinique, vous prenez un compas, vous l'écartez et en fait vous appliquez le compas sur la peau d'une personne. Bien sûr, cette personne ayant les yeux fermés. Vous allez lui demander si elle ressent une ou deux piqûres. Donc si les pointes de compas sont très rapprochées et si elle dit qu'elle ressent une piqûre, vous écartez la pointe de compas jusqu'au moment où elle va ressentir deux piqûres et l'écartement entre les deux pointes du compas va vous déterminer ce seuil de discrimination tactile qui va se mesurer en centimètres. Maintenant, si vous écartez le compas comme ceci et si elle ressent toujours une piqûre, c'est vraiment, véritablement, elle a un problème. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'on recherche le seuil de discrimination tactile avec les pointes d'un compas. Bien sûr, ce seuil-là va dépendre du nombre de récepteurs. Si vous n'avez qu'un seul récepteur dans un périmètre de 2 cm, eh bien, si vous mettez la pointe du compas à 2 cm, vous allez ressentir qu'une seule piqûre. En revanche, si vous avez 2 récepteurs, voire plus, eh bien, vous allez ressentir 2 piqûres pour la même distance d'écartement entre les 2 pointes de compas. Et cette distance-là va déterminer le champ récepteur, qui est la région cutanée dans laquelle un stimulus tactile évoque une réponse sensorielle. La région cutanée dans laquelle un stimulus tactile évoque une réponse sensorielle. Et bien sûr, le champ récepteur sera très grand, notamment au niveau du tronc, et sera très petit au niveau des extrémités, telles que les doigts de la main. Donc ce champ récepteur sera d'autant plus grand que le seuil, est grand. Et il sera d'autant plus petit que le seuil est petit. On peut faire varier à la fois ce seuil et ce champ avec l'entraînement. Donc les gens qui s'entraînent vont vont diminuer le seuil et le champ. Au contraire, la fatigue, le stress, ou bien des maladies du système nerveux central peuvent également modifier, dans le sens inverse, ce seuil de discrimination tactile. Maintenant, parlons des nocicepteurs. Alors, les nocicepteurs, donc, ce sont des récepteurs permettant de détecter les stimuli de type douloureux. Et ici, vous voyez que les nocicepteurs on peut trouver des nocicepteurs mécaniques, à savoir que la pression de tout à l'heure, lorsqu'elle devient trop importante, lorsqu'elle n'est plus pression mais devient écrasement, eh bien ça va entraîner une douleur et ceci va stimuler d'autres types de récepteurs que sont des nocicepteurs mécaniques. Et les nocicepteurs mécaniques, donc, par définition, vont permettre de détecter des lésions mécaniques telles que l'écrasement, le pincement ou bien la coupure.
À côté de ces nocicepteurs mécaniques, il existe des nocicepteurs thermiques, donc qui permettent de détecter et de donner la sensation douloureuse lorsque le stimulus est, par exemple, une brûlure, de l'eau brûlante. Et enfin, à côté de ces deux types de nocicepteurs mécaniques et thermiques, il existe ce qu'on appelle des récepteurs polymodaux qui peuvent être mis en jeu, peuvent être stimulés par toutes sortes de stimuli nocifs, y compris les stimuli chimiques. Et donc, par exemple, une libération de molécules chimiques dans le tissu, sans qu'il y ait pour autant ni coupure ni brûlure, va entraîner des sensations douloureuses. Et c'est notamment ces récepteurs polymodaux qui vont véhiculer la sensation douloureuse lors des troubles métaboliques ou bien lors du cancer. On est bien d'accord? Alors les critères morphologiques, on l'a vu tout à l'heure, je le remets ici, ce sont des terminaisons non myélinisées de neurones qui se ramifient abondamment dans la région superficielle du derme et de l'épiderme, et ces terminaisons non myélinisées sont des terminaisons nerveuses libres. Et la chose la plus importante, probablement la plus importante à retenir ici, c'est que ce ne sont pas des récepteurs adaptables. La mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on ne peut pas s'habituer à la douleur. Ce n'est pas adaptable. La bonne nouvelle, c'est que si la nature nous a fait ainsi, c'est que pour que ces récepteurs-là nous alertent de ce stimulus nocif, nocicepteur, ce stimulus qui va atteindre l'intégralité de notre corps. Donc ce ne sont pas des récepteurs adaptables en cas de stimulation durable, contrairement aux mécanorécepteurs. Et donc ils jouent un rôle d'avertisseur. Ils ne sont pas adaptables, mais on verra en toute fin partie du cours les mécanismes de modulation de ces nocicepteurs. Donc on peut modifier le seuil, et c'est pour ça qu'il existe des fakirs ou bien des gens qui sont particulièrement résistants à la douleur, mais le stimulus, lui, eh bien, va persister tant que dure l'agression. Donc ce sont des récepteurs qui ne sont pas adaptables. Encore une fois, c'est une notion importante. Alors l'activation maintenant des nocicepteurs. On va voir, donc on va faire un tableau à deux colonnes. D'un côté, les conséquences de l'activation des récepteurs mécaniques et thermiques, des mécanos et des thermorécepteurs, et de l'autre côté, l'activation des récepteurs polymodaux. Et on va voir les conséquences de ces activations respectives. L'activation des récepteurs mécaniques et thermiques va entraîner une douleur qui est brève, qui est aiguë, voire cuisante. Certaines qualifieront cela de douleur exquise, mais je n'irai pas jusque-là. C'est une douleur bien localisée. Et qui survient immédiatement lors de l'application du stimulus. D'un point de vue neurophysiologique, le message afférent sera véhiculé par des fibres moyennes, myéliniques. Donc les fibres moyennes, elles ont une taille, enfin un diamètre qui varie entre 1 et 5 micromètres. Ce sont des fibres myéliniques, c'est-à-dire des fibres dont le message nerveux sera conduit de façon rapide. On les appelle des fibres A delta.
donc, la vitesse de conduction est relativement rapide, entre 3 et 30 mètres par seconde. Bon, même si les basketteurs sont de plus en plus grands, je ne pense pas qu'il y ait encore 3 mètres. Donc, vous voyez, même un stimulus douloureux de la tête jusqu'au pied, chez le plus grand d'entre nous, va prendre moins d'1 seconde. On est d'accord? Pour les cas les plus lents, bien sûr. Lorsque ça part à 30 mètres par seconde, bien sûr, la sensation, la vitesse de conduction nerveuse est extrêmement rapide. Et ceci, bien sûr, constitue, ce que je viens de dire, la voie rapide de la douleur. Bien, maintenant, voyons, par opposition, les conséquences de l'activation des récepteurs polymodaux, lesquels les récepteurs polymodaux peuvent être activés par tout type de stimuli, notamment les stimuli chimiques. Alors, lorsqu'un récepteur polymodal est activé, ça va entraîner une douleur non plus brève, mais une douleur persistante, sourde, donc qui dure, mal localisée, et qui survient de façon secondaire avec une durée qui est plus longue et donc plus pénible. Le message nerveux est véhiculé par des petites fibres dont le diamètre est inférieur à 1 micromètre. Ces petites fibres sont amyéliniques et donc la vitesse de conduction sera beaucoup plus lente. Ces fibres sont appelées des fibres C et la vitesse de conduction est de l'ordre de 1 à 2 mètres par seconde. Et ça constitue ce qu'on appelle la voie lente de la douleur. Et comme exemple, je prendrai simplement un exemple qu'on a tous connu à un moment ou à un autre. Si on bricole, lorsque vous prenez un clou, un marteau, vous ratez le clou avec votre marteau et vous trouvez votre doigt. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous lancez un juron que tout le monde entendra. Vous jetez le marteau et ensuite vous sentez tout de suite une douleur aiguë, cuisante, qui est due à l'activation des mécanorécepteurs. D'accord? Et puis ensuite, après ça, ces douleurs-là changent de caractère pour devenir plus persistantes, sourdes, et ensuite vous allez avoir non pas mal à l'endroit précis où votre marteau a rencontré votre doigt, mais à l'ensemble du doigt, voire de la main. Donc, est beaucoup moins bien localisé, qui survient de façon secondaire et qui va durer. D'ailleurs, vous savez, est-ce que vous savez comment on fait lorsque vous faites un accident comme ceci? Comment on peut faire pour faire disparaître la douleur ou bien pour atténuer la douleur? Vous? Vous mettez dans l'eau froide? Oui, non, il faut trouver l'eau froide. Hein? Vous frottez? Oui, non. Oui. Non, ce que tout le monde fait tout de suite. Vous le mettez dans la bouche? Oui, non, mais faites ça. Tout le monde fait ça. D'accord? Oui. Ou bien vous soufflez, alors, le plus drôle, c'est que quelqu'un qui met par inadvertance son doigt dans de l'eau brûlante, donc il est en train d'activer nocicepteurs thermiques, d'accord? Donc, appliquer tout ça, tout de suite, il porte, il souffle. Comme si le fait de souffler, eh bien, va refroidir l'eau. Vous savez ce qui se passe dans ce cas-là. Effectivement, lorsqu'on souffle, ça marche, on a moins mal. Mais lorsque vous soufflez, vous ne stimulez plus, enfin, vous ne stimulez plus. Vous allez stimuler les mécanorécepteurs et donc renseigner votre cerveau d'une autre information qu'une information véhiculée par le mécanorécepteur. Du coup, les mêmes régions dans le cerveau qui captent le message douloureux,
eh bien, est pollué en quelque sorte par un deuxième message qui arrive, qui est un message de type mécanorécepteur et qui, du coup, eh bien, va atténuer l'intensité du message nociceptif. Donc, en quelque sorte, vous trompez votre cerveau, vous détournez l'attention de votre cerveau par un deuxième stimulus. C'est pour ça que vous faites ça, vous soufflez, etc. Une façon comme une autre de tromper nos neurones et d'avoir moins mal. Alors maintenant, comment ce message douloureux est-il véhiculé? Premièrement, vous verrez que, imaginez que le stimulus soit à la périphérie. Et donc, les nocicepteurs vont être activés, vont être véhiculés de façon centripète, donc va passer par ce neurone sensoriel, enfin sensitif, va faire synapse avec un autre neurone sensitif qui, lui, va traverser la ligne médiane pour remonter vers le thalamus, où partira un troisième neurone qui va projeter vers le cortex pariétal, précisément la zone correspondant à l'innervation cutanée. Donc c'est ainsi que ce message nociceptif va être véhiculé de la périphérie vers le centre avec la traversée de la ligne médiane au niveau médulaire même qui reçoit le neurone afférent. Et puis de là vont être élaborer une réponse qui va permettre de retirer le membre soumis à ce stimulus douloureux. Une chose qui est importante ici, c'est qu'au milieu, vous voyez, il y a un canal épendymère et que dans certaines pathologies caractérisées par un agrandissement de ce canal, vous allez avoir interruption de la voie de transmission nerveuse. La décussation ne se fait plus. Le deuxième neurone est interrompu. Ce qui fait que ces personnes-là, en fait, qui ont cette maladie qu'on appelle la syringomyélie, c'est que le canal épendymère est élargi, détruisant ainsi, empêchant ainsi le passage du message nerveux, eh bien les gens gardent la capacité de ressentir la pression, le toucher, etc. Mais ils ont perdu le sens de la douleur. Et typiquement, ce sont des gens qui se brûlent lorsqu'ils se repassent. Hein, ils font du repassage. Ils ressentent le poids du fer à passer, mais c'est qu'à ce moment-là où il dit, tiens, le fer à passer, dont je ne ressens plus la température, vient d'écraser mon doigt. Il retire le doigt et il voit que le doigt est brûlé à cause de l'interruption de cette voie douloureuse. Par la voie descendante, il y a également la possibilité de moduler la sensation douloureuse par des peptides opioïdes. Et c'est ce qu'on va voir peut-être maintenant. Ces peptides opioïdes vont agir sur des récepteurs opioïdes de type des récepteurs mu, kappa et delta. Je vais peut-être vous proposer une pause courte. Et puis ensuite, on va reprendre jusqu'à la fin. Mais la dernière partie est un petit peu plus compliquée. À moins que vous vouliez continuer. Petite pause. On terminera à 1 heure et quart au maximum.